Merci, monsieur le professeur, cher Xavier. Merci surtout de m'accueillir. C'est un grand honneur pour moi aussi. C'est un grand plaisir de me retrouver dans cette université où j'avais été auditionné il y a une paire de décennies environ. Donc ça commence à dater, mais j'ai un grand plaisir à retrouver Xavier, essentiellement en plus dans le poste qu'il occupe. Alors je viens vers vous avec beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence et beaucoup de relativité dans mon propos, parce que je viens faire part d'une expérience qui est une expérience de 16 mois finalement. Alors une expérience d'enseignant de 20 ans très critique à l'égard d'un système institutionnel, et une expérience de 16 mois qui corrige partiellement le regard que je peux porter sur les institutions qui sont les autres, qui sont les nôtres, pardon, même si dans une large mesure, les perceptions qu'on en a confirment les suppositions universitaires qu'on pouvait en avoir. Alors je viens avec beaucoup d'humilité, je vous le disais, pour rendre compte finalement, sans prétention et avec un souci d'objectivité. Je vais essayer de me dédoubler quelque part, pour rendre compte d'une expérience de néo-député, puisque je crois que c'est l'intitulé qui a été donné à la conférence, expérience d'un néo-député, avec ce souci donc de me dédoubler, comme je le disais à l'instant, c'est-à-dire d'essayer de porter sur la fonction de député qui est la mienne actuellement, le regard critique de l'universitaire que je suis par ailleurs. Je pense que ça peut avoir son intérêt, parce que vivre quelque chose du dedans, comme je le disais à l'instant, c'est assez surprenant, c'est assez enthousiasmant aussi. Je vais le dire une première fois, parce qu'il est possible que, du fait de ma déformation professionnelle, j'ai tendance à mettre l'accent sur les défauts parfois, alors que les qualités sont nombreuses et les attraits sont nombreux aussi. Juste pour votre information, donc je suis observateur de tout ça depuis une vingtaine d'années. J'ai été attiré par le discours qui était tenu par le candidat à l'élection présidentielle devenu désormais chef de l'État, et mon engagement En Marche est mon premier engagement politique à 50 ans, donc je suis ce qu'on peut appeler un député issu de la société civile, ce que j'ai bien l'intention de continuer à être. Et donc je vais faire en 2 mots un petit rappel sur le départ, en fait, le tout début, parce que je crois qu'on peut comprendre les choses davantage quand on les amène du début. Comme beaucoup de personnes qui siègent à mes côtés dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale aujourd'hui, j'ai fait un acte de candidature sur un ordinateur, et puis est venu le jour où on m'a dit que j'étais investi dans la 7e circonscription de l'Hérault, qui est la circonscription qui couvre 7 Agde et Pézenas, grosso modo, qui fait 22 communes, et qui présente la singularité d'être pour moi à une centaine de kilomètres de mon lieu de résidence, puisque je suis à Perpignan, et je travaille à l'université de Perpignan, et que j'ai été investi donc à 100 km de mon domicile. Alors quand on est investi, au soir du 12 mai 2017, comme ça a été mon cas, on démarre sur des chapeaux de roue. Et le mot est faible. Le mot est faible. On est placé dans un shaker pour la période qui va nous conduire jusqu'au premier tour de l'élection. Ça commence par une multitude, je vais passer vite sur ça, je vous rassure, je vais venir sur mon expérience d'élu, mais je pense qu'il est édifiant de revenir sur la période qui précède très directement. Ça commence par une multitude de formalités de nature administrative qui débouchent sur le dépôt de la candidature en préfecture, avec des photos pixelisées, avec des documents informatisés, très contraignants à remplir, qui, pour l'universitaire que j'étais, très vieille vague, ont posé des difficultés qui auraient été insurmontables sans l'appui d'un certain nombre de personnes à mes côtés. Et puis, c'est immédiatement quelque chose qui surprend, des sollicitations de la presse qui vous demandent comment vous allez appréhender votre mandat. Quelle est la configuration que vous allez donner à votre mandat le soir de l'investiture, c'est-à-dire que vous ne saviez pas l'heure d'avant que vous alliez être candidat dans une circonscription, et vous devez l'heure d'après faire état des préoccupations qui sont les vôtres pour son avenir, et donner les grandes configurations du mandat tel que vous allez le mener. Donc ça vous oblige à avoir une réflexion sur la façon que vous avez de concevoir votre engagement à l'Assemblée nationale, et éventuellement
la perspective qui peut être la vôtre dans la circonscription qui vous a été attribuée. Et très rapidement, tout ça se passe dans les 24 heures, hein, on a rapidement digéré la joie d'être investi. Il s'agit de couvrir le territoire, de mobiliser les gens du mouvement, de rencontrer un certain nombre de relais institutionnels. On va voir des maires hein, quand ils le souhaitent, on va voir des institutions diverses, des acteurs économiques, des acteurs sociaux, etc. Et de se mettre en liaison avec le mouvement national, étant entendu qu'on vit une réalité. J'ai 3 quarts d'heure à ma disposition. À peu près, je ne me tiendrai peut-être pas à ce délai-là. On vit une réalité complètement décalée de ce qui passe à ce moment-là à la télévision. On a un chef de l'État qui vient d'être élu, avec un gouvernement qui a déjà pris ses fonctions, qui a commencé à rentrer en activité, et soi-même on est sollicité par une dynamique de circonscription qui est complètement en distorsion par rapport à ce discours et ces préoccupations nationales. Puis pour faire bref, au terme de ces 4-5 semaines d'une intensité toute particulière, j'insiste là-dessus, hein, parce que c'est une épreuve comme j'en avais jamais passé dans ma vie, hein. C'est une épreuve agrégatique de 24 heures, mais qui dure 5 semaines. On n'a pas le temps de dormir, mais pendant les 5 semaines qui s'écoulent. Au terme de cette période vient la qualification pour le second tour d'abord, l'accentuation du rythme entre les 2 tours ensuite, et puis la bonne nouvelle, annoncée par le préfet, par téléphone, parce que quand on est prudent comme moi, on ne croit pas les résultats qu'on voit s'afficher au mur des municipalités dans un premier temps. On attend le coup de téléphone du préfet qui vous confirme que vous êtes élu dans une circonscription pour représenter la population française à l'Assemblée nationale. Et là, pour ce qui nous a concernés à nous en tout cas, puisque je crois que c'est sans précédent dans l'histoire de la Ve République, c'est une convocation à l'Assemblée nationale dès le mardi soir, élu le dimanche soir, et une rentrée en fonction, elle aussi, sur des chapeaux de roue, avec une semaine de tourmente absolument indicible, d'inscription, d'enregistrement, de formalités multiples dans les locaux d'une administration de l'Assemblée nationale qui, dans le même temps, ne nous a absolument pas été présentée. C'est-à-dire que nous naviguons à vue au moment de la prise de fonction. Et puis très rapidement, pour l'élu fraîchement élu justement, se pose la question de la constitution d'une équipe. J'y reviendrai parce que nous avons en tant que députés des fonds qui nous permettent de constituer une équipe parlementaire avec des attachés, des collaborateurs et qui suppose des choix. Là-dessus commence une activité quasi immédiate avec une formation express pour les députés qui n'ont aucun lien avec la chose politique ou les problématiques institutionnelles, ce que je peux comprendre, et à vrai dire même, pour être très honnête avec vous, il m'est arrivé d'avoir des pensées émues pour des collègues députés qui n'ont aucune formation au regard du droit, parce que le shaker continue et que vraiment on n'est pas dans la pédagogie de la fonction, il faut vraiment s'accrocher, et de ce point de vue je pense que la formation qui est la nôtre est quand même d'une préciosité remarquable. Vient le moment après de l'affectation en commission. J'avais demandé, sans plus y penser que cela, pensant que c'était naturel, à être recruté à la commission des lois. J'ai obtenu gain de cause et on m'a fait remarquer qu'il était assez rare d'obtenir gain de cause dès un premier mandat. La commission des lois étant une commission qui est extrêmement demandée, on doit être 70 à l'intérieur, donc 570 sur 577 députés forcément, ça demande des choix importants. Et puis on procède dans les premiers jours aussi à des élections, des nominations de fonctions qui sont indispensables. Présidence de l'Assemblée nationale, bureau de l'Assemblée nationale, questure de l'Assemblée nationale, et puis à l'intérieur, commission, président de commission, bureau de commission, etc. Et attribution d'un certain nombre de missions de représentation par voie élective, le plus souvent, par voie de désignation, parfois. À ce titre, par exemple, et pour évoquer mon cas, puisque je suis là pour en faire état, j'ai été élu par la commission des lois, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme
est membre de la commission nationale de codification et élu par l'Assemblée plénière, juge en formation de jugement à la Cour de justice de la République, dont vous savez qu'il est désormais question de la supprimer. J'en redirai un mot dans un petit moment. J'évoque tout cela parce que je voudrais attirer l'attention sur la nature complexe et multiple, en fait, de la fonction de député qu'on ne soupçonne pas toujours. À côté de ça, il s'agit de s'inscrire dans un certain nombre de groupes d'études qui sont en relation soit avec les problématiques qui touchent au cœur le député, parce qu'il est sur des terrains qui l'intéressent. Notamment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question République et religion, République et laïcité, cohésion des territoires, etc. Soit parce que on est en lien direct avec des problématiques liées à la circonscription. Moi, je suis des circonscriptions maritimes, littorales, qui vivent du tourisme, Sète, Agde, Pézenas, ce sont des endroits qui vivent du tourisme et de la mer. Je me suis inscrit dans tous les groupes d'études qui concernent le littoral, les activités maritimes, le tourisme, les activités relatives au vin, etc., etc. Et puis, on s'inscrit dans un certain nombre de groupes d'amitié vis-à-vis de pays étrangers. L'Assemblée nationale a des relations multiples avec des pays sur toute la planète, et à ce titre, on est invité à intégrer des groupes d'amitié. Et puis, très rapidement, donc, a démarré la production législative. Alors, il ne vous aura pas échappé, j'en dis un mot, non pas pour parler des textes que nous avons travaillés depuis le début de la mandature, mais sur celui-là, parce qu'il a une dimension particulière. Nous avons travaillé immédiatement, dès notre prise de fonction, sur le projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Projet de loi sur la moralisation de la vie politique qui a eu un impact, de mon point de vue, déterminant, qui a fait couler de l'encre, qui a fait user pas mal de salive à l'Assemblée. C'est la fameuse suppression de la réserve parlementaire. Je parle ici d'une somme qui était allouée aux députés, qui équivalait à peu près à 130 000 euros par an, qui lui permettait de financer un certain nombre d'actions sur sa circonscription. Soit des actions institutionnelles de petites municipalités à qui il manquait de l'argent pour nourrir un projet, pour alimenter un projet, soit des actions associatives pour aider tel club de judo à changer de tatami, tel club de pétanque à changer le boulodrome, à refaire le boulodrome. Bon, ça a fait discussion. De mon point de vue, et sans aucune nuance, cette suppression est salutaire. Elle a, à mon avis, et j'en dis un mot, non pas pour féliciter l'action du gouvernement dont je représente la majorité ici, c'est pas pour ça. Elle a eu pour effet essentiel, de mon point de vue, de reconfigurer complètement la notion de mandat parlementaire. Le député, et je ne fais pas le jugement de ceux qui m'ont précédé, parce que si j'avais été à leur place à ce moment-là, j'aurais probablement procédé exactement de la même façon, faisait un maillage de sa circonscription et se demandait où il allait passer avec sa réserve parlementaire, dans le souci de séduire un certain nombre d'associations, de séduire un certain nombre d'institutionnels, de façon à construire patiemment, année par année, sa propre réélection. Je pense que cette réserve parlementaire qui a été supprimée l'a été à bon escient, et qu'elle est très salutaire, cette suppression, à la fonction des parlementaires que nous sommes désormais, avec une deuxième mesure. C'est que en septembre 2017, en novembre pour les sénateurs, si ma mémoire est bonne, est entrée en application la loi interdisant le cumul du mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale. Et donc, désormais, le député ou le sénateur sont débarrassés, d'une part, de toute prétention, de toute préoccupation exécutive locale, d'autre part, de toute préoccupation clientéliste qui serait liée au fait de dispenser la réserve parlementaire. Et donc, il y a eu une reconcentration de l'aveu général, de la fonction de député sur la mission qui devait être, la sienne. On la tient, cette information, non seulement du
du candidaton général ou de la rumeur qui flotte autour de l'Assemblée, mais aussi des administrateurs de l'Assemblée, de l'administration, dont je reparlerai dans un moment, qui témoignent et qui attestent du fait que les députés sont beaucoup plus investis dans leur mission depuis cette mandature, et indépendamment, je le dis pour être clairement compris, de leur attachement politique. Puisque cette renaissance, en quelque sorte, de l'action parlementaire est observée dans toutes les formations qui composent l'hémicycle. Donc voilà, ces précisions préalables étant faites, je voudrais revenir sur 16 mois d'activité et vous dire, cette fois en tant qu'universitaire, les premiers constats que m'inspire cette activité nouvelle. Je voudrais une nouvelle fois mettre l'accent, avant de pointer, comme nous le faisons beaucoup dans les universités, ce qui ne va pas, dire qu'il s'agit pour moi d'une expérience hors pair, d'une expérience sans équivalent, particulièrement enrichissante et à certains égards relativement troublante. Alors je vais scinder mon discours en deux, une expérience nationale, si j'ose dire, et une expérience un petit peu plus locale. Mais avant ça, je voudrais vous dresser quelques remarques liées à la nature même du mandat, après 16 ou 17 mois d'élection. Et les conclusions provisoires, en fait, que ça m'invite à tirer de cette élection. Un mot sur ma semaine type, d'abord. Ma semaine type, c'est le lundi, je pars travailler dans ma circonscription. Allez, pour la journée. Le mardi et le mercredi, minimum, je suis parisien, de très bonne heure le mardi matin jusqu'à très tard le mercredi soir. Au besoin, j'y reste le jeudi, parfois même une partie du vendredi. Lorsque je suis rentré le mercredi soir, le jeudi, je suis à nouveau en circonscription. Le vendredi matin, mon université m'a fait l'honneur de me conserver un petit cours. Donc je dispense au premier semestre le cours de relations internationales et au second, le cours de droit constitutionnel de la Ve République, ce qui me permet de rester au contact des réalités techniques de la discipline. Les constats sont les suivants. L'activité législative du député, c'est une partie seulement de son activité. Et une partie relative, en réalité, de son activité. Je nourris un petit peu moins d'émoi à l'égard des hémicycles à moitié vides, depuis que j'appartiens à l'Assemblée nationale, parce que je constate que dans notre vie de parlementaire, nous sommes souvent derrière l'hémicycle. Il y a la séance, ce qu'on voit dans le travail de séance, j'en redirai un mot tout à l'heure quand je viendrai un petit peu plus sur la vie concrète de la production législative, mais il y a tout un travail en commission. Les commissions des lois sont beaucoup moins connues, j'en parlerai un peu. Il y a ces fameux groupes d'études dans lesquels on travaille sur le littoral, sur la mer, sur les activités vitivinicoles, etc., sur la laïcité, sur l'avenir de la République, etc., des groupes d'amitié avec les pays étrangers, et puis un certain nombre de conférences, de tables rondes. Le professeur Xavier Magnon m'avait fait l'amitié de venir participer à une conférence sur l'état d'urgence il y a quelques mois. Nous animons toute une pensée en permanence, il y a des colloques en permanence à l'Assemblée nationale sur tous les thèmes qui peuvent préoccuper les décideurs politiques. Et puis, des réunions de groupe, parce qu'on parle aussi politique et qu'on se retrouve entre nous en groupe politique à certains moments. Donc la première remarque, c'est que l'activité purement législative, c'est-à-dire le fait de se retrouver dans l'hémicycle pour voter des lois, ne représente qu'une petite partie de l'activité du parlementaire. La deuxième chose, au risque de choquer, c'est l'indétermination totale de la fonction de député. L'article 24 dit dans la Constitution que les députés votent la loi. Il n'est mentionné aucune autre fonction particulière. Oui, je vais venir sur le contrôle, l'évaluation des politiques publiques que fait le Parlement. Mais le député, lui, est censé voter la loi, et il n'y a pas plus de précision que cela dans la Constitution. Résultat des courses. Lorsqu'on est élu, on donne à son mandat la configuration qu'on souhaite lui donner. Une configuration nationale
en fonction des objectifs que l'on poursuit, et une configuration locale en fonction, là aussi, des objectifs que l'on peut être appelé à poursuivre. Sur le national, je vous livre un rapport, en fait, d'activité, en réalité. Sur le national, il peut y avoir une espèce de frustration nourrie par le député qui a le sentiment de rentrer dans une gigantesque entreprise. Il y a 1200 ou 1300 fonctionnaires à l'Assemblée, 500 députés, ça fait 2000 personnes. Il doit y avoir à peu près 800 attachés parlementaires qui rôdent dans les couloirs. Allez, grosso modo, 3000 personnes dans des bâtiments immenses, à perte de vue, dans lesquels se tiennent des réunions en permanence, jour et nuit, tout le temps, sans arrêt. Ça peut générer un sentiment de crispation et ça génère surtout des attitudes quelque peu factices. Et c'est sur ça que je voulais dire un petit mot, c'est que depuis quelques années, vous le savez sans doute, les députés sont classés sur des sites officiels qui classent leur participation, leur nombre de prises de parole, la signature du nombre d'amendements, etc. Et qui ont entraîné le mandat de député dans une dimension du paraître qui, à certains égards, peut apparaître inquiétante. Je veux dire par là que, pour le constater depuis 16 mois, je prends conscience du fait que certains députés, dans certains dossiers, interviennent pour intervenir, interviennent pour avoir du temps de parole, amendent les textes pour les amender, amendent les textes pour figurer dans les classements au tableau des amendements, sans forcément avoir pour souci premier d'améliorer la qualité des textes en discussion ou de faire avancer les débats. Et c'est quand même un souci essentiel parce que, de mon point de vue, le cirque télévisé de la séance plénière qui a lieu le mercredi après-midi et qu'on peut comprendre dans la mesure où il s'agit de postures politiques dans lesquelles il y a une joute, une rixe qui est liée à la nature inhérente de la politique, celui-là peut se comprendre. En revanche, le fait que les débats en commission soient désormais filmés au même titre a tendance à faire revenir un temps qui devrait être celui de la discussion technique sur celui des postures politiques exactement de la même façon. Et j'attire l'attention sur ça, ça peut surprendre, mais en tant qu'observateur extérieur et qui le vit de l'intérieur, il y a là un défaut, de mon point de vue, majeur. C'est qu'on n'est pas là toujours pour faire avancer les idées et les textes, on est souvent là dans la posture politique. D'ailleurs, il y a des députés qui prennent la parole en hémicycle, j'expliquerai dans quelles conditions tout à l'heure si ça vous intéresse, qui prennent la parole en hémicycle, mais qui tiennent un discours qui n'a absolument rien à voir avec le propos qu'on est en train d'avoir dans l'hémicycle, parce qu'ils vont avoir 2 minutes pour parler. Ils ont dit à leurs électeurs qu'ils parleraient de la neige et du beau temps. Ils parlent pendant 2 minutes de la neige et du beau temps, récupèrent à l'issue de leur intervention ce qu'on appelle le cut, c'est-à-dire l'extrait de vidéo qui leur est destiné, et le mettre sur leur site internet en disant « Voyez, je vous l'avais dit, je parlerai de la neige, de la pluie et du beau temps. » Et je l'ai fait. Je tiens mes engagements. Alors que ça n'amène rien dans la qualité de la discussion. Donc voilà pour cette posture liée à la présence des caméras dans l'hémicycle qui, de mon point de vue, dans l'hémicycle et dans les commissions, qui, de mon point de vue, encore une fois, extérieur pour l'instant, qui deviennent de plus en plus internes également, pose problème. Et l'investissement, il est variable aussi en circonscription. En circonscription, il n'y a absolument aucune obligation légale, aucune obligation constitutionnelle à être présent en circonscription. Il y a que depuis 40 ou 50 ans, des députés maires, des sénateurs maires, des députés présidents de conseils départementaux, des députés présidents de conseils régionaux ont vendu un rattachement local de la députation qui n'a pas de présence dans le texte constitutionnel. Et c'est vrai que nous sommes happés par cette logique-là, puisque moi-même, n'ayant pas de mandat local, ni aucune aspiration locale, je suis quand même invité plusieurs fois par semaine à rencontrer des électeurs, à rencontrer les institutionnels, à rencontrer des acteurs économiques et à rencontrer des acteurs locaux de l'État, que sont le préfet et les 2 sous-préfets, pour ce qui plus le préfet maritime, pour ce qui concerne ma circonscription. Et donc, je ramasse ma deuxième idée, donc,
indétermination totale du mandat. En fait, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, hein, être député, à la marge du fait que légalement, ou en tout cas dans le règlement de l'Assemblée, on est obligé de venir signer le mercredi matin une feuille de présence en commission. On peut donner à cela une dimension plus ou moins large, sans aucune obligation réelle. Donc on le prend un petit peu comme on l'entend. J'essaie pour ma part de trouver un panachage cohérent entre l'activité parisienne et l'activité de circonscription. Après, il y a un deuxième constat, mais celui-là, il reviendra dans les débats, j'imagine, ou deuxième ou troisième constat, plus exactement, qui reviendra dans les débats, c'est le déséquilibre de nos institutions manifeste, majeur. Je n'arrive même pas à trouver de mots pour le décrire, entre l'exécutif et le législatif. La prégnance de l'exécutif est telle, en réalité, que tout le travail du parlementaire est maîtrisé par l'exécutif et notamment par les cabinets ministériels. Les réunions de groupes politiques qui ont lieu dans chacune des formations donnent un moment d'échange démocratique entre des gens appartenant à une même mouvance politique, mais une fois qu'on sort de là, ou une fois que le ministre vient à notre rencontre, les ministres viennent, groupe majoritaire, hein, les ministres viennent à notre rencontre tous les mardis matins à peu près. Donc une fois sur deux, on a un ministre, une fois sur deux, vient le Premier ministre. Faire état des préoccupations, de la ligne gouvernementale, de la feuille de route du gouvernement sur les jours ou les semaines à venir. Il y a une discipline portée par la prédominance de l'exécutif qui est assez remarquable pour, encore une fois, encore une fois, on se donne la peine de l'analyser un peu. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort, et ça va très loin, parce que cette domination de l'exécutif, sans partage, je dirais, est contraignante sur l'agenda législatif. C'est-à-dire que c'est l'exécutif qui configure et la feuille de route et l'agenda au quotidien du député. Et c'est une contrainte essentielle, de mon point de vue, dans le mandat, le fait de ne pouvoir se projeter à plus de 2 semaines, et c'est difficile, de se projeter à plus de 2 semaines, où arrivent des textes qui n'étaient pas annoncés, où arrivent des choses qu'on n'avait pas vu venir, où arrivent des priorités qui n'avaient pas été supposées, et qui contraignent systématiquement l'agenda des députés. Je pars à Paris demain matin par un vol de 6h15. Je commence la commission des lois à 8h30. Projet de loi de réforme de la justice. La commission des lois va se réunir à 8h30 jusqu'à 13h. Elle va reprendre ses travaux de 16h30 à 20h. Elle reprendra ses travaux de 21h à pas d'heure. 2h, 3h, 4h, 5h, quand on s'arrêtera. Le lendemain matin, réunion de la commission des lois, 9h30. Idem 16h30, idem 21h30. S'il y a 300 amendements, ce sera fini jeudi à midi. S'il y en a 2000, on y sera samedi soir dans la nuit. Impossible de programmer un emploi du temps cohérent avec les exigences qui sont les nôtres. Troisième idée, quatrième idée maîtresse, je parle ici à des juristes de droit public qui savent ce qu'il en est, qui en parlent souvent, et que je vis de l'intérieur cette fois dans des dimensions que je ne pouvais pas supposer. La force de l'administration dans le processus législatif et dans le travail de l'Assemblée. L'administration est omniprésente, et j'allais dire que l'administration est surpuissante par rapport aux élus que nous pouvons être, parce qu'elle est présente partout, toujours, tout le temps, au soutien du député, et elle se caractérise par 2 choses. Elle se caractérise, comme toute institution, par une volonté forte d'exercice monopolistique du pouvoir, et chez nous, elle a quand même une vertu, dont je ne peux pas faire l'économie aussi, elle se caractérise par une très grande qualité d'expertise et de réalisation du travail, ce qui légitime la première prétention. C'est-à-dire qu'il y a une haute administration à l'Assemblée qui a pris l'habitude
avec 40 ans d'absence des parlementaires dans les hémicycles, d'exercer le pouvoir, et qui a bien l'intention de continuer à exercer le pouvoir. On en parlera tout à l'heure de façon plus déliée, si le débat peut revenir là-dessus, mais la présence de l'administration dans l'organisation du travail, dans l'appui logistique, dans l'expertise, dans le soutien. Il m'est arrivé d'être rapporteur au banc, en bas d'un texte. Le texte peut durer très longtemps. Il y a une multitude d'amendements qui se succèdent. C'est un moment physique très contraignant. C'est assez surprenant. C'est un moment physique très contraignant. Il arrive des amendements les uns derrière les autres, face auxquels on doit dispenser un argumentaire à chaque fois pour démonter l'amendement. Et il y a derrière des administrateurs qui, au début, vous soutiennent autant que de besoin, et puis après viennent de plus en plus au soutien. Au fur et à mesure que vous fatiguez, on vous adresse un certain nombre de réponses qui vous soulagent considérablement, mais évidemment qui font glisser le rédacteur de la réponse de la députation à l'administration. Et c'est vrai que quand on est pris à ce jeu-là dans toute la vie de l'Assemblée, on se rend compte que l'administration a un immense pouvoir. Immense pouvoir qui se justifie quand même, je le dis, je le redis, parce que c'est important, par une qualité d'expertise et une faculté de mobilisation hors pair. Il faut le dire. Hein. Les juristes de l'Assemblée nationale, les administrateurs de l'Assemblée nationale sont des juristes hors pair. Donc voilà pour ces remarques globales. Le travail législatif, c'est pas seulement le travail à l'hémicycle, il faut l'avoir à l'esprit. La fonction de député est complètement indéterminée et chacun y donne la consistance qu'il souhaite. La soumission à l'exécutif est assez forte, est assez marquée, peut-être plus que ce qu'on le dit dans les manuels de droit constitutionnel, ce qui fait que le député a beaucoup de difficultés à maîtriser son propre agenda. Enfin, l'administration est omniprésente. Deux mots sur le travail à l'Assemblée et sur le travail local. Le travail à l'Assemblée, il est assez varié, en fait. Quand il arrive un projet de loi sur une table d'une commission, à la commission des lois, prenons le projet justice par exemple, le projet justice est déposé par la garde des Sceaux sur le bureau de la commission des lois. La commission des lois commence à désigner quand c'est un gros texte, 2 rapporteurs, c'est-à-dire des députés qui, dans la majorité, vont être chargés de travailler techniquement le texte. Ces rapporteurs ont, pour eux, je ne l'aurai pas ici, l'étude d'impact, le projet de loi du gouvernement, ainsi qu'un certain nombre de documents qui leur permettent de se faire une idée du projet qui va être travaillé. Sur cette base, étant rapporteurs, ils vont procéder à un certain nombre d'auditions. Ils vont faire venir des magistrats, des avocats, des syndicats de magistrats, etc., qui vont venir donner leur impression par rapport au projet de loi. Et puis va venir le moment où on va travailler le texte en commission. En commission, on est à peu près comme ça, il doit y avoir une cinquantaine de personnes, la commission en fait 70 en principe, on est 50, 60 en permanence dans la commission, c'est le moment où on examine techniquement le texte. Alors on le dit dans les manuels de droit constitutionnel, en pratique, examiner concrètement le texte, c'est-à-dire passer en revue un certain nombre d'amendements. On commence par faire une discussion générale dans laquelle la ministre Nicole Belloubet va arriver demain matin, 8h30, à la commission des lois. Elle va présenter son texte de loi. Les différents partis politiques vont donner leur point de vue sur ce texte de loi en 5 minutes chacun. Et puis on va attaquer l'examen d'un certain nombre d'amendements. Ces amendements, qui sont la force des députés, puisque c'est le seul moment où ils ont la possibilité de toucher le texte proposé par le gouvernement. Ces amendements sont en réalité relativement limités dans leur portée. D'abord parce qu'on le sait, ils ne peuvent ne pas être du domaine législatif, ne pas augmenter une dépense publique ou réduire une ressource, et ne pas avoir au moins un lien indirect avec le texte qui est débattu. Cela étant, il y en a des centaines, voire des milliers, et aujourd'hui, du fait des progrès de l'informatique, on se rend compte en statistique que produire des amendements étant beaucoup plus facile qu'avant, on a plutôt tendance à en produire des milliers que des centaines. Sur chaque texte, un ordre de dimension,
il y avait 500 amendements sur le texte de révision constitutionnelle de 2008, il y en avait 2500 cette fois. C'est-à-dire qu'on produit les amendements beaucoup plus facilement et qu'il y en a un nombre de plus en plus élevé. Donc ce texte en commission, le texte est débattu en commission de façon technique. Je pourrais dire quand même que là on échange de façon assez cohérente, même si on est filmé et qu'on est parfois dans la posture sur certains aspects de la loi, globalement, à 1h du matin, quand on est en train de discuter d'un amendement, on essaie de le faire de façon technique. S'il n'est vraiment pas en harmonie avec le texte, il ne sera pas retenu. Et si vraiment il présente un intérêt particulier, il va y avoir une prise en compte qui peut se faire. D'ailleurs, des amendements d'opposition sont régulièrement votés en commission. Et puis vient le temps de la séance. On vote article par article, puis on vote finalement le texte. Et puis vient la programmation en séance. Sur un texte comme la justice, ce sera dans 15 jours. 2 semaines d'examen en commission, 2 semaines d'examen en séance. Alors là, en séance, c'est dommage, c'est filmé, je ne vais pas pouvoir le dire avec les mots que je voudrais employer, mais je vais quand même les donner. C'est du délire total. On recommence la partie à zéro, et on recommence sur la discussion générale, c'est-à-dire la ministre vient refaire le discours qu'elle a fait devant la commission, en une demi-heure cette fois. Chaque groupe s'exprime sur le texte, et puis on passe à ce qu'on appelle les votes des motions préalables. Motion de renvoi en commission. Concrètement, on écoute un député venir parler pendant demi-heure et nous dire tout le mal qu'il pense du texte, ce que je peux comprendre, hein. C'est pas le problème. En faisant voter une motion qui n'a, tout le monde le comprend, aucune chance d'aboutir. Et après, on a une motion de renvoi du texte, motion de renvoi en commission. Donc on passe au bas mot, 4 heures et demie de discussion générale sur un texte avant d'évoquer le premier amendement. C'est-à-dire que sur une discussion qui va ouvrir, je devais prendre la parole notamment sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, sur le débat d'ouverture. Je suis intervenu, alors que le débat avait commencé à 16h30, je suis intervenu à 0h45. On était dans le discours préalable à l'examen du texte. On y avait passé 7 heures. Bon, et ça, c'est quelque chose quand même qui mérite, de mon point de vue, d'être signalé. Ensuite vient la question des amendements et on recommence le match. C'est-à-dire que, mêmes amendements, des fois il y en a un petit peu plus, parce qu'on en rajoute, parce qu'on sait qu'on aura un peu de temps d'antenne en passant à la télévision. Souvent d'ailleurs, même ressort comique, même gag, même exemple. D'ailleurs, des fois, pas dit par le même député. C'est-à-dire, on a une blague qui a été sortie en commission, qui avait son petit intérêt en commission, parce qu'elle avait fait un peu sourire. Elle est ressortie par quelqu'un d'autre qui lit exactement le même texte. 15 jours après, en séance, on n'apporte plus rien, et on refait le match. Et on refait le match du lundi au samedi soir, et éventuellement du lundi au samedi soir qui suit, avec des interruptions de séance, par contre en séance plénière à 1h du matin, sauf le dernier soir où on va au bout. Ce qui fait des adoptions de textes le dimanche matin à 5h du matin, et ce qui nous place parmi des parlements de grande démocratie, particulièrement déshérités de ce point de vue, puisqu'il existe d'autres mécanismes susceptibles d'aboutir à l'adoption de la loi. Puis vient le temps, j'en dis juste un mot pour les constitutionnalistes qui s'intéressent à ces questions, le temps de la commission mixte paritaire quand on n'est pas d'accord quand on n'a pas obtenu les termes identiques. Alors pour avoir siégé dans certaines d'entre elles, il y en a une douzaine depuis le début de la législature. Ça va vite, hein, la commission mixte paritaire. Soit on est en désaccord sur des points de détail et on trouve rapidement des solutions, soit on n'est pas d'accord au départ et on sait très bien que la commission mixte paritaire va durer 30 secondes. Et elle dure, quand on est en désaccord, en général, ça dure entre 30 secondes et 1 minute. On constate qu'il y a un désaccord, que le désaccord est irréconciliable et que donc il n'y aura pas de position commune. Un dernier mot, je dirais 2 mots sur le local, s'il me reste encore quelques minutes, mais vraiment 2 mots. Sur le local intéresse moins les constitutionnalistes, donc sur le contrôle, les activités de contrôle. C'est toujours filmé, malheureusement. Le contrôle, ce sont les questions au gouvernement, notamment. Questions au gouvernement qui sont déposées à l'écrit avant pour que le gouvernement ait le temps de régler les réponses. Donc, il n'y a aucune improvisation dans ce que vous voyez à la télévision. Je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas. La question est déposée avant, par écrit. Le gouvernement a déjà une réponse. Le ministre arrive avec une fiche
sur laquelle il a déjà la réponse à la question que vous allez lui poser, et que peut-être vous ne finirez pas de lui poser, puisqu'on vous coupe le micro à 2 minutes pile. Si vous aviez besoin de 2 minutes 20, vous ne pouvez pas poser la question à laquelle, de toute façon, le ministre répondra sans aucune difficulté. Les questions écrites, on peut déposer des questions écrites sur le site de l'Assemblée nationale en nombre limité aux membres du gouvernement. Globalement, les ministres répondent aux questions écrites avec un délai de retard assez élevé, mais ils finissent quand même par y répondre. Les questions orales sans débat. Questions orales sans débat, ce sont des questions qui se tiennent dans la semaine dite de contrôle de l'Assemblée. Alors il y a dans l'hémicycle à peu près autant de parlementaires qu'il y a de gens qui vont poser les questions. S'il y a 10 questions, il y a 10 parlementaires dans l'hémicycle, c'est-à-dire les 10 qui vont poser des questions. C'est de mon point de vue un instrument complètement obsolète par rapport au système dans lequel nous vivons. Parce que, nous, encore une fois, nous posons des questions qui sont données à l'avance, les réponses sont déjà préparées par les ministres, et en réalité, il n'y a pas d'échange véritable entre la représentation et le gouvernement. Les moments où nous avons des échanges réels avec les membres du gouvernement sont ces réunions de groupe du mardi matin dont je parlais, où les ministres viennent nous parler et restent à disposition pour échanger, et pendant les questions au gouvernement, une pratique qui m'apparaissait au début de mon mandat un petit peu vieillotte, mais dont finalement à laquelle je me suis accoutumé, c'est la question du petit mot écrit au ministre pendant les questions au gouvernement. Pendant la question au gouvernement, si j'ai besoin de demander quelque chose au ministre de l'Agriculture, je lui fais un petit mot en lui manifestant la nature de ma demande, et je lui suggère de m'attendre, s'il en a la possibilité, 5 minutes à l'issue des QAG, questions au gouvernement, on les appelle comme ça. Ce qui se produit assez régulièrement, ce sont des moments d'échange et des moments dans lesquels on arrive vraiment à avoir quelque chose, un lien un petit peu particulier avec les ministres. Un dernier mot sur le national, sur les fameuses propositions de loi. Les propositions de loi portées par les députés. Bon, c'est un mirage, hein. Les propositions de loi dans le cadre de la Ve République portées par les députés sont un double mirage. Premier aspect du mirage, quand ce sont des propositions portées par l'opposition, vous savez qu'il y a une séance par mois qui est réservée à l'opposition, c'est justement un moment où on demande à la majorité de se mobiliser pour aller faire échouer les projets de l'opposition. Et mirage doublé par le fait que lorsque ce sont des députés de la majorité qui font des propositions de loi, vous imaginez bien que la proposition passe par l'agrément, à un moment donné, du ministre concerné. On ne peut pas imaginer raisonnablement que j'aille faire une proposition de loi de réforme de la justice, alors que la ministre, la garde des Sceaux, est en train de travailler sur le contenu de la réforme. Donc en réalité, le système législatif français, tel que je le constate après 16 mois d'expérience, a une source d'inspiration quasi exclusivement gouvernementale et un intérêt technique de discussion dans le cadre des commissions, où effectivement les textes peuvent être amendés avantageusement, avec une dernière phase d'adoption en séance qui relève plus de l'aspect théâtral et de la posture politique que de l'échange réel du contenu des missions. Et c'est très difficile pour nous, moi j'appelle ça la dialectique du grand écart, c'est vraiment le grand écart pour nous, c'est-à-dire d'exister en circonscription, en dépit de cette activité très chargée que j'évoquais à Paris. Il y a une mission de représentation symbolique. Dimanche, je serai sous les drapeaux pour les cérémonies du 11 novembre. Je les ai pour ma part, mais beaucoup de mes collègues ont fait la même chose que moi, réduites à leur plus simple expression. C'est-à-dire que pour qu'elles conservent une certaine valeur, on va sous les drapeaux le 11 novembre, mais on ne va pas à l'inauguration du boulodrome. Voilà. On a fait évoluer ça, dans la mesure où, de toute façon, n'étant pas candidat à la mairie, pas susceptible de distribuer la réserve parlementaire, je n'ai aucune raison de me trouver au pied du boulodrome. La deuxième chose, c'est la représentation des intérêts. Ça, c'est un petit peu ambigu, parce que c'est formalisé nulle part. Mais c'est vrai que les ostréiculteurs de Sète, les pêcheurs de Sète, les viticulteurs de Pézenas, les industriels du port de Sète, etc., me sollicitent pour faire remonter de la demande sociale. Et il m'est arrivé, ou des élus nous sollicitent pour demander ici l'obtention d'une IRM,
l'obtention d'un scanner, dans tel endroit, l'obtention du financement Action Cœur de Ville. Et c'est vrai qu'on a porte ouverte auprès des ministres, d'autant plus facilement comme dans la majorité, je l'imagine, on porte ouverte auprès des ministres pour aller solliciter ces ministres et leur demander des entretiens techniques, moi j'appelle ça un rôle de facilitateur, c'est-à-dire pour ouvrir des portes dans les ministères et obtenir des oreilles attentives à un certain nombre de problématiques locales dont les instances locales nous ont formulé la nature et dont nous faisons les porte-paroles. Voilà, ça se passe comme ça. Le dernier aspect de la mission étant bien entendu celui de rendre compte, puisque le député a quand même pour mission de rendre compte de son action, et je pense que ces sites de classement exclusivement statistiques des députés sont très nocifs. Il y a d'ailleurs une mission pour essayer de les repenser dans le cadre de la mandature, et ne font avancer en rien la qualité du travail législatif. Pour conclure, mais c'est une conclusion provisoire évidemment, parce que je n'ai vu que 16 mois d'activité, j'ai le sentiment que la mission de la députation en général mériterait d'être clarifiée. Quelle est la dimension, la nature du mandat au niveau national? Quelle est la dimension ou la nature de l'implication du député au niveau local? Est-ce qu'il ne faudrait pas un député suppléant au niveau local qui exerce une mission de relais, peut-être libérant le député complètement de sa fonction locale? Je me pose la question. Il est indispensable, on y travaille, ça viendra peut-être, que le député ait un agenda législatif plus parlant, c'est-à-dire qu'il sache où il va. Je vous expliquerai pourquoi techniquement ça pose des problèmes et pourquoi il peut y avoir des solutions très bénéfiques pour la qualité du travail parlementaire. L'exclusivité de la fonction, le fait qu'il n'y ait pas d'autres mandats exécutifs à côté, me paraît une très bonne chose et je pense qu'elle va produire un changement significatif de la nature du mandat de député à l'avenir, ce qui me fait dire que le fait qu'ils soient moins nombreux ne posera, de mon point de vue, absolument aucun problème. Et il y a une énorme réflexion qui est entamée d'ailleurs sur le travail en séance dont je vous ai parlé, parce que cette répétition, quand on la vit, est absolument épouvantable. C'est épouvantable. Quand vous devez siéger dans une assemblée dans laquelle, hypothétiquement, vous n'avez pas la parole parce que vous n'êtes ni rapporteur, ni responsable de texte et que vous n'allez pas intervenir, quand vous devez y siéger pendant des heures et des heures d'affilée, eh bien vous finissez avec un ordinateur portable en train de faire autre chose que ce pourquoi vous êtes là, ce que je reproche systématiquement à mes étudiants et ce que je suis moins enclin à faire désormais parce que je comprends que des fois on peut être occupé par autre chose que par ce que dit le locuteur. Voilà, je vous remercie de votre attention.